Madame Candide Leguédé, si vous êtes là, la prochaine question, elle est à vous. Oui, Très bien. je suis là. Alors, la question sur la position de rester dans l'informel des entrepreneurs, elle revient toujours dans les interventions. Alors, j'aimerais vous poser une question peut-être à novice. Quelle est la durée pour qu'un entrepreneur peut se permettre de rester dans l'informel si dans sa vision, effectivement, la personne se projette de faire grandir son entreprise? Quoique légalement, vis-à-vis de la loi, ce n'est pas vraiment, c'est pas très légal, mais si pour un début, il faut rester dans l'informel, quelle peut être la durée qu'on puisse... Oui, pour cette question, je répondrai que, en fait, l'informel n'est pas la solution à la création à la d'entreprises. création d'entreprise. Et les habitudes ont fait que tout le monde est dans l'informel. Et Justement, je aujourd'hui, pose la avec question. la pesanteur des taxes et des impôts, la plupart des entreprises, et surtout avec le Covid, la plupart des entreprises vont maintenant rentrer dans l'anonymat, donc du formel, ils vont aller dans l'informel. Mais je dirais qu'il faut, comme j'ai dit tantôt, que les premières années sont les années critiques. Donc, parce que dans les 2 premières ou 3 premières années, une entreprise ne fait pas forcément de retour sur investissement. Donc, l'entreprise peut décider de rester dans l'informel et de faire les choses jusqu'à ce que les entrées conséquentes viennent. Voilà, des rentrées conséquentes. Mais je me rappelle que l'UEMOA avait donc mis en place un programme qui s'appelait le programme de l'entrepreneur, le statut de l'entrepreneur. Alors, l'entrepreneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une entreprise et qui est dans l'informel pendant 5 ans et qui ne fait pas encore un certain nombre un montant de chiffre d'affaires, qui peut rester pendant 5 ans en statut d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'il est dans le processus d'entrée dans l'entreprise, en termes de création d'entreprise. Donc, le statut d'entrepreneur permet donc à l'entreprise de se consolider, hein, de grandir un peu, de se consolider et de commencer à avoir un retour sur investissement. Malheureusement, ce programme n'a pas pu voir le jour. Je me rappelle très bien au Togo, lorsque le questionnaire est arrivé ici, tous ceux qui sont dans l'informel ne voulaient pas remplir le questionnaire parce qu'ils se disaient, ah, si on remplit maintenant, le fisc va nous tomber dessus. Donc, le programme n'a pas pu avoir lieu, n'a pas pu se mettre en place. C'est une question de vous dire que dans nos pays et surtout dans nos sociétés, les entreprises qui préfèrent rester dans l'informel parce qu'ils ne sont pas informés aussi des avantages qu'une entreprise peut avoir à être formalisée. Et donc ça, il faut bien que le choix lors de la création de l'entreprise soit un choix avisé. Et surtout au niveau des entreprises, des femmes que nous voyons souvent ça, elles sont présentes dans tous les secteurs d'activité, mais il y a aussi le poids des valeurs sociales et familiales. Hein, ce poids-là qui fait qu'elles n'arrivent pas à percer dans le domaine de la grande industrie à forte capitalisation. Donc, comme ils sont dans des petites économies de subsistance, donc c'est des toutes petites, des TPE, des toutes petites entreprises, donc elles préfèrent rentrer dans l'informel et vivre au jour le jour. Donc, c'est des économies de subsistance. Mais pour pouvoir leur permettre de grandir, il faut des programmes d'accompagnement. Et c'est ce que nous faisons, c'est ce que font les SAEI, les structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Madame Aimée, dites-nous, est-ce que, à votre avis, il y a aujourd'hui une place pour une collaboration des écosystèmes francophones panafricains? Et si oui, et comment pourrait-il changer le paysage de l'entrepreneuriat des femmes en Afrique? Est-ce qu'une véritable collaboration entre les femmes d'ici et d'ailleurs en Afrique peut vraiment exister pour faire booster leur carrière entrepreneuriale? Madame Aimée. Merci, vous m'entendez? Très bien. Ah, ok, merci beaucoup. L'écosystème de l'entrepreneuriat féminin est appelé à s'améliorer et Madame Christelle a parlé de la plateforme des 50 000 femmes qui a été initiée pour permettre cette solidarité et ces partenariats entre les femmes.
Et nous savons qu'au niveau de notre gouvernement, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place pour assainir cet écosystème de tout ce qui constitue comme des goulots d'étranglement à l'entrepreneuriat féminin. Vous allez voir même que dans les discours du chef de l'État, dans son discours programme, il a évoqué tout un pilier consacré à l'autonomisation de la femme. Donc, on comprend par là l'appui à l'entrepreneuriat de la femme. Et donc, il y a d'autres institutions qui sont en train de travailler dans le sens de pouvoir améliorer cet écosystème et que ce soit les banques, que ce soit les institutions gouvernementales, que ce soit les privés. Et toute cette synergie est en train de se mettre en place pour permettre l'élan de l'entrepreneuriat féminin d'aller de l'avant. Parce que nul n'ignore que l'entrepreneuriat fait par les femmes a un grand apport dans l'économie locale. Et il est grand temps qu'on puisse s'y pencher avec des questions essentielles pour trouver vraiment des stratégies adaptées pour accompagner cette femme à aller de l'avant et à pouvoir s'en sortir. On a évoqué tout à l'heure, permettez si je dois faire machine arrière un tout petit peu, à la question à laquelle Madame répondait tout à l'heure, de combien de temps ça peut rester une entreprise peut rester dans l'informel. Moi, je me dis, dans l'écosystème de l'entrepreneuriat, d'une manière générale, il y a d'abord une question de vision. On a créé son entreprise avec un objectif, avec une vision. Ce n'est pas pour rester stationnaire, mais c'est pour évoluer, pour connaître une expansion, une croissance. Et pour ça, on doit se fixer des objectifs. Si à la phase de démarrage, on a beaucoup de problèmes, comme quelqu'un qui a fait un message pour dire que nous sommes pressés de formaliser et puis nous n'arrivons pas à faire un retour sur l'investissement. C'est vrai, mais il y a ces temps-là qu'on parle de la période d'essai où on peut rester dans l'informel pour voir si on a fait une bonne étude du marché et que son entreprise va avoir de l'avenir. Mais à partir du moment où on a une vision et qu'on sent qu'on a assis ses racines, alors il est temps qu'on puisse se formaliser parce que pour accéder à des grands marchés, à des grandes opportunités, vous devez être dans le secteur formel. Et il y a des lois au pays qui exigent un certain nombre de documents pour que vous soyez et vous puissiez accéder à certains milieux et à certains marchés. Et donc, tout ça, ça fait partie aussi des mécanismes sur lesquels l'État doit aussi s'impliquer, les faits qui travaillent déjà pour pouvoir améliorer l'écosystème de l'entrepreneuriat féminin en RDC. Madame Christelle, sur la collaboration de l'écosystème francophone africain sur la question de l'entrepreneuriat, qu'auriez-vous à dire sur ce volet, s'il vous plaît? Bon, la première des choses, c'est qu'on a un avantage, c'est la langue. Donc, l'espace francophone est un avantage. Il faut que les femmes entrepreneurs francophones aient bien cela en tête et qu'on puisse pouvoir en profiter. Déjà, il faut partir à partir de l'existant. C'est-à-dire que les femmes entrepreneurs qui sont organisées au plan national puissent se connecter avec des femmes entrepreneurs organisées dans notre pays, ainsi de suite, et mettre en place des réseaux, des réseaux, puissent partager les expériences, bénéficier des plus-values d'un pays à un autre et s'enrichir mutuellement. Nous avons une petite expérience en la matière avec le réseau Femmes numériques et développement. Comme je disais à l'introduction, c'est un réseau qui a pour objectif de créer une synergie d'action par les femmes, pour les femmes, orientée développement. C'est-à-dire que comment est-ce que le numérique aujourd'hui sert de tremplin pour l'épanouissement de la femme, pour le développement de la société par ricochet. Mais ce développement-là, il passe aussi par l'entrepreneuriat. Donc, que ce soit l'entrepreneuriat numérique, c'est-à-dire des femmes même qui exercent dans ce secteur qui a une très forte dominance masculine, ou bien que ce soit des femmes qui utilisent le numérique justement pour booster leurs activités, pour aller de l'avant, pour mieux faire. Et donc, cette synergie-là, comment elle est mise en place? Elle est mise en place à travers un réseau d'associations qui s'appelle Femmes et TIC, qui existe un peu dans une dizaine de pays en Afrique francophone et qui nous permet justement de nous enrichir mutuellement, d'échanger
nos expériences et de collaborer sur des sujets particuliers. Parce qu'on s'est rendu compte, en fait, que chaque pays ayant ses réalités, chacune de ces associations a développé une expertise particulière dans la prise en charge des femmes dans le secteur du numérique. Et donc, quand le besoin se fait sentir dans une autre nation, c'est plus facile de démultiplier l'expérience acquise par un pays plutôt que de réinventer la roue. Et donc, je pense que c'est un peu dans cette démarche-là qu'on devrait s'inscrire quand on fait le focus sur l'entrepreneuriat féminin pour qu'on puisse vraiment s'enrichir mutuellement et puis pouvoir affiner les collaborations. Il faut aussi savoir qu'on a des organisations internationales aussi, comme on l'a déjà dit, qui ont l'entrepreneuriat féminin comme cheval de bataille et qui ont des programmes qui ont été mis en place. Justement, cette synergie-là peut s'appuyer sur ces programmes-là, comme celui de 50 millions de femmes africaines ont la parole, pour pouvoir vraiment comment je vais dire ça, appuyer pour que les femmes entrepreneurs puissent vraiment trouver leur place, que les entreprises grandissent, se structurent mieux et grandissent et bénéficient de tous les mécanismes que l'État a mis en place, aussi bien au niveau financier, dans les banques, qu'au niveau accompagnement et formation. Voilà. Bien. La première question, c'est qui nous vient de Madame Yawa Silla, le pays n'est pas précisé, mais qui demande à savoir, est-ce que suite aux différentes questions répondues, on ne paye pas d'impôts si on ne paie pas de chiffre? Oui, je voudrais répondre à cette question si Charlotte le permet. Bien oui, sûr. évidemment, il y a une procédure à suivre. Tous les mois, vous devez déclarer vos impôts au service d'impôts. Et si vous avez fait 0 chiffre d'affaires, vous le déclarez. Mais si vous ne le déclarez, si vous déclarez 0 chiffre d'affaires, vous n'êtes pas pénalisé. Mais si vous ne le déclarez pas, alors là, vous avez une amende. Vous voyez? Donc, l'essentiel, c'est de connaître le processus. L'essentiel, c'est de connaître la forme juridique de l'entreprise et de suivre le processus qui est établi. Donc, tous les mois, vous devez faire votre déclaration d'impôt. Et si vous ne le faites pas, alors là, vous serez pénalisé. Parce que c'est sur cette déclaration d'impôt mensuelle que le fisc va se baser à la fin de l'année pour calculer l'impôt à payer. Très bien. Donc, en clair, chiffre d'affaires ou non, il faut tout de même déclarer. Absolument. Il faut toujours déclarer tous les mois. Madame Candide, vous avez la parole, vous la gardez parce que la prochaine question, elle est directement adressée à vous. Est-ce que Innovop couvre tout le Togo et quels sont les critères pour bénéficier d'un accompagnement à votre niveau? Oui, Innovop le siège de Innovop est ici à Lomé pour la zone urbaine et périurbaine, mais nous avons des antennes à l'intérieur du pays. Et puisque la Fédération des femmes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, femmes d'affaires du Togo, dont je suis la présidente, couvre tout le territoire du pays. Donc, nous avons des antennes au niveau de chaque région où nous faisons nos activités. Donc, tous les ans, il y a des activités qui se font au niveau de l'accompagnement de ces femmes-là, puisque généralement, ce que nous trouvons à l'intérieur du pays et jusqu'au nord, c'est qu'elles sont souvent organisées en coopérative. Elles sont souvent organisées en coopérative, donc nous les accompagnons en tant que coopérative. Parce qu'accompagner en tant que coopérative, c'est différent de l'accompagnement individuel. Donc, c'est ça aussi qui nous ramène à la notion d'entrepreneuriat féminin. C'est que nous aurons dû définir au début pour savoir vraiment si nous sommes tous dans la même compréhension du terme, parce que les entreprises féminines sont soit individuelles ou soit en coopérative ou en groupement. Donc, l'accompagnement diffère selon le groupe que nous accompagnons. Voilà. Et les entrepreneurs en activité dans les secteurs formels et informels, ce sont ces entrepreneurs-là que nous accompagnons. Nous accompagnons également les jeunes femmes diplômées des universités et écoles supérieures, parce que nous allons dans les écoles privées pour faire de la sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin, pour que les jeunes filles en fin de cycle et qui veulent se lancer dans
la vie active puissent faire un choix éclairé, avoir les éléments pour pouvoir choisir si elles doivent aller vers un travail salarié ou bien l'auto-emploi, puisque l'entrepreneuriat féminin est reconnu comme une source non négligeable d'auto-emploi et surtout c'est vu comme une insertion rapide, un moyen d'insertion rapide de la plupart des populations féminines dans la vie active. Pour vous, Madame Grace, en RDC, une question de quels sont les outils aujourd'hui disponibles pour vulgariser les mécanismes d'accompagnement en RDC plus facilement. Je suis en RDC, je vais avoir accès à un accompagnement. Comment est-ce que je peux procéder à avoir des bonnes informations? Je m'adresse à qui tout de suite? À qui? Madame Aimé, la question à elle, parce que ça vient du Congo, de la République démocratique du Congo. Madame Aimé, vous nous recevez? Oui, je vous reçois. Très bien. Alors, la question vous est adressée. Et comment, à qui s'adresser pour la création d'une entreprise en RDC? Je suis jeune, j'ambitionne, mais tout de suite, je m'adresse à qui si je suis au Congo? Merci beaucoup. Je l'ai dit tantôt, et on a installé un service des guichets uniques de création d'entreprises à travers toutes les provinces de la RDC. Mais le comble avec les entrepreneurs, c'est qu'ils ne cherchent pas l'information. Il faut s'approcher aussi de fédérations, des associations professionnelles installées dans chaque ville, dans chaque province, parce que les services ne sont pas seulement au niveau national, il y a au niveau provincial et au niveau urbain. Donc, dans chaque ville, il y a des services adaptés pour donner cette information-là. Au besoin, allez directement au service des guichets uniques de création d'entreprise. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour créer une entreprise. Je vois, il y a, si vous permettez, quelqu'un qui a même demandé si la chaîne de financement mise en place par le gouvernement concernait les activités dans tous les secteurs. J'ai parlé du FPI qui ne s'occupe que des projets de développement industriel. Là, il faut avoir un projet dans les domaines industriels, même à petite échelle, mais que ce soit dans la transformation dans l'industrie, vous aurez accès à ces financements. Je vois le pas d'un PME. Je voudrais vraiment faire souligner en grâce ce programme initié par le chef de l'État pour accompagner l'entrepreneuriat d'une manière spécifique, l'entrepreneuriat féminin et des jeunes. C'est un fonds assez consistant pour financer et ça a un accent particulier sur le secteur de l'agro-industrie. Tous ceux-là qui travaillent dans l'agriculture, la transformation et même le levage peuvent accéder à ce produit, à ces financements. Donc, chaque service au niveau de l'État vise un certain nombre de secteurs d'activité. Mais quant aux institutions financières, les banques et toutes les autres, ils sont des commerçants, ils ont des fonds que vous prenez pour les utiliser dans n'importe quel secteur d'activité de votre choix. Et je voudrais aussi préciser à la personne qui est au Bas-Congo de comprendre qu'elle doit s'approcher de la Fédération des entreprises du Congo. D'ailleurs, je parlerai même de Madame Chico, qui est là sur place au Bas-Congo, Congo central plutôt, de s'approcher soit de la FEC, soit de Copemeco, soit de FENAPEC. Ce sont des organisations qui encadrent les entrepreneurs à différents niveaux et auprès desquelles vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires pour faire grandir vos activités. Alors justement, parlant d'informations, une autre question toujours qui nous vient de la RDC, est-ce que tous les secteurs d'activité bénéficient d'accompagnement sur le plan entrepreneurial, notamment par exemple le secteur des BTP? Il faut reconnaître que les formations sont organisées au niveau d'autres structures. Ce n'est pas une formation qui est donnée comme ça à la volée, où on annonce à la télé que, bon, voilà, il y a une formation des masses. Il faut se retrouver dans un groupe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un réseautage au niveau des entrepreneurs. Et même s'il y a des réseaux qui existent, ils ont du mal à s'adhérer. Ils pensent toujours évoluer d'une manière isolée. C'est ce qui est un peu compliqué avec l'entrepreneuriat en RDC. Maintenant, là, il y a des réseaux qui se créent. Il y a des plateformes qui se créent. Et si vous y intégrez, vous aurez accès à des formations dans différents secteurs d'activité. Et là, aucun secteur n'est exclu. Vous allez voir différentes plateformes, même sur les réseaux sociaux, et vous avez toute une série, toute une panoplie de programmes, de formations dans tous les domaines d'activité.